Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce potentiel dernier épisode de la saison 2025 de Sans Titre. Une fois de plus, nous avons eu la chance de pouvoir enregistrer cet épisode dans les locaux du Centre Pompidou. Et pour cet épisode, nous avons eu le plaisir de recevoir l'artiste photographe Corinne Vionnet. Bonne écoute. Corinne, tu es artiste photographe franco-suisse. Ton œuvre s'articule autour des questions de consommation, de production et de circulation des images. Ton travail se forme dans la manipulation, la multiplication et la superposition de matériaux photographiques souvent collectés sur Internet. Il en résulte alors des images floues, fantomatiques, dégradées qui interrogent notre perception du réel et notre relation aux images, aux souvenirs. Ta série Photo Opportunities, initiée en 2005, marquera le début d'une longue série de participations à différentes expositions et événements majeurs tels que le MoMA San Francisco, le musée de l'Élysée à Lausanne, Paris Photo, les rencontres d'Arles, Photo London, et j'en passe, et beaucoup d'autres. Ton travail se déploie également à travers plusieurs publications, livres d'artistes et monographies. J'ajoute d'ailleurs que ton dernier livre Paris, Paris, Paris a été sélectionné pour le prix Bob Kahl du livre d'artiste. En effet. Est-ce que c'est juste? Oui. C'est juste. Tout juste. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir bon. Ah ouais, c'est vrai. Bon, ça va, je me suis pas trompé. En fait, à chaque fois, là, tu sais, j'ai envie de dire, j'aimerais bien qu'ils disent non, c'est pas ça et que je puisse t'engueuler après. Tu sais, est-ce que c'est juste? Faudrait inviter des homonymes. Alors, non, parce que moi, je suis cinéaste. Désolé. C'est la première, enfin, à chaque fois, Marceau, c'est lui qui prépare la bio, tu vois. Mm-hmm. Et moi, je fais, tu vois, donc il me demande de lire, mais c'est tout, tu vois, donc je lis, je fais, ouais, ça va. Mais j'aimerais vraiment qu'il se trompe vraiment dans les grandes largeurs. Notre relation est toxique à Marceau et moi, je fais ça. Dans un premier temps. Je vois. Dans un premier temps, est-ce que tu peux revenir sur tes études et ta formation et nous dire quelle importance ça a eu dans ton parcours ou pas? Alors, c'est un peu long peut-être parce que la carrière artistique a commencé à 35 ans pour moi. En fait, je l'estime et je la date à l'âge de 35 ans. Et avant ça, je vais quand même revenir sur le parcours et pourquoi en fait j'ai changé d'orientation à l'âge de 35 ans. Je suis une ex-sportive en patinage artistique, gym agré et danse. Et dans ma tête, c'était assez clair que j'allais être prof de sport par la suite. Apparemment, non. Et du coup, pour pouvoir continuer à faire du patinage artistique, mes parents avaient fait assez clair comme quoi, oui, mais tu fais au moins quelque chose pour avoir un job à la fin. Et en me disant que j'allais continuer par la suite, j'ai pris une école de commerce qui me permettait d'être dans la même ville où je patinais et puis qui avait une bonne réputation, mais qui était beaucoup plus facile que si j'avais pris des études plus lourdes où je devais faire des trajets, etc. Donc, du coup, j'avais fait ça en me disant, de toute façon, par la suite, je vais être prof de sport. Donc, je voulais continuer en me disant, au moins, j'aurai un job, mes parents seront contents et puis voilà. Et ce qui s'est passé à l'âge de 18 ans, quand j'ai eu ce diplôme, je suis partie en Allemagne et en Angleterre en me disant quand même, par faire les langues, ça peut être utile. Et en venant, j'ai eu tout de suite des jobs. Donc, j'ai pris un job en me disant, ouais, quand même, puis on verra l'année prochaine, je ferai mes études. Et finalement, j'ai fait 3 ans. Mais après une année, j'ai quand même remarqué que non seulement ça allait pas être ça. Enfin, c'était pas du tout le job que je voulais. Mais en plus, que même prof de sport, ça allait pas être non plus ça, parce que finalement, j'aime faire du sport, mais pas tous les sports. Donc, en fait, quand t'es prof de sport, tu dois enseigner différents sports et ça me coinçait un peu en me disant, mais j'aime pas le ski, j'aime pas, enfin, il y a plein de choses comme ça que je me suis dit, non. Et du coup, j'ai fait en me disant, il faut quand même que je continue dans quelque chose. J'ai fait des études de marketing, en publicité, ça m'intéresse, enfin, tout ce domaine-là. Et j'ai travaillé, et en même temps, j'ai des études de marketing. Et à la fin des études, quand j'ai eu mon diplôme, je suis partie voyager et au retour, j'étais complètement paralysée en me disant, mais c'est pas ça que je veux faire de ma vie du tout. Et du coup, j'ai cherché un peu ce que je voulais faire. En même temps, il fallait bien vivre, donc je continuais à faire des jobs, mais temporaires. Et je me dis, mais la photo, j'ai toujours aimé. Et je fais partie des clichés en disant, oui, mes parents ont fait toujours de la photo, mon papa aussi, j'ai eu mon premier appareil à 8 ans, toute la famille, mes 2 sœurs aussi avaient un appareil photo, donc je fais partie de ce cliché-là. Et on avait la photo amateur faisait partie vraiment de la famille. Mon père faisait même du développement et des tirages que je n'ai jamais vu. Enfin, j'ai jamais vu faire. Et
il peignait aussi beaucoup, donc il y avait quand même cette ambiance artistique autour. Mais je m'attendais pas à en faire spécialement au début un métier. Je me suis dit, bon, je vais quand même voir les écoles. Et je suis allée voir des écoles et en fait, j'ai atterri à Paris 8. En 2000, je vais dire à la Suisse, en 1995. Et du coup, le problème, c'est que la Suisse n'étant pas dans l'Europe à l'époque, je me suis retrouvée à devoir... j'ai pas eu l'inscription parce que j'avais l'équivalent d'un DUG que même l'ambassade suisse à l'époque avait fait un papier, mais ça coincé, j'ai jamais pu m'inscrire. Et en tant que candidat libre, on n'a pas le droit de travailler en tant qu'étudiant parce qu'on n'a pas le statut d'étudiant. Et du coup, je revenais en Suisse, je faisais des allers-retours. Et finalement, j'ai fait que 2 mois de Paris 8 et j'ai arrêté, j'ai recommencé à travailler. Et à cette même période, j'ai rencontré mon mari actuel, qui est Laurent Pavie, et qui lui avait fait les Arts Déco de Paris et beaucoup de photographie, et qui m'a appris à faire du développement, qui m'a appris à faire du tirage, qui m'a appris tout ça, et il m'a fait lire des livres. Et pour l'instant, c'était toujours à côté du travail, un peu comme ça, comme un peu loisir, on va dire. Et on a vécu quelque temps en France et on est allé s'installer en Suisse. Dès qu'on s'est rencontrés, le but a été de passer le plus de temps possible ensemble, ce qu'on a toujours fait. Et du coup, on travaillait plutôt à 50% tous les deux, mais on continue à vivre un peu comme des étudiants quand même pendant très longtemps. Et au bout d'un moment, il y a eu une annonce comme scénographe, comme il a fait de scénographie aux Arts Déco de Paris, au Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Allez, je tente. Et il a eu ce job. Et en 2004, il m'a dit, vas-y, prends ton temps, tu as 2 ans devant toi, vas-y, fais ce que tu auras vraiment envie de faire. Et c'est comme ça, en fait, finalement, que ça a commencé et que j'ai commencé à vraiment faire des projets et à tenter de les exposer, etc. Voilà. D'accord. Et du coup, en 2004-2005, tu commences ton projet Photo Opportunity ? Alors, en 2005, il a commencé, mais avant ça, j'ai fait 2 autres séries, une qui s'appelle Suicitude et une autre qui s'appelle Divertir. Suicitude qui n'a jamais abouti à une expo, mais un peu comme ça. Et Divertir, que je n'ai jamais terminé non plus, mais c'est plutôt mon sujet de Divertir qui était un diptyque sur des lieux de divertissement. Je vais parler par exemple d'un carrousel et ce qui se passe en fait quand on est dans le lieu de divertissement. Des fois, il y a des zones, c'est dans des zones un peu particulières et la vue, le paysage autour n'est pas forcément intéressant. Et c'est ça que j'avais travaillé, mais qui m'a déjà fait réaliser en fait du divertissement, du tourisme et tout ça, qui m'a un peu ouvert les yeux là-dessus. D'accord. Et alors du coup, ton travail, tu le présentes où ? Je veux dire concrètement, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une série ? Et puis une série en autodidacte, du coup, si je comprends bien. Ouais, tout à fait. Et alors, le premier geste pour montrer le travail, c'est par où ? Alors, j'ai réfléchi. Quand vous m'avez invité, je me suis dit, mais ça vient d'où déjà ? Comment j'ai fait cette première exposition ? C'était en 2004, la première exposition. C'était même une vidéo, mais je vais pas traîner là-dessus. Mais il existait, à mon souvenir, un livre qui répertoriait les festivals et les concours photos. Et j'avais ce livre, je sais plus comment je l'ai trouvé, je sais vraiment plus, mais j'avais ce livre et j'ai envoyé à Carcassonne un dossier, j'en ai dû envoyer 2, 3, je sais pas, et ça marchait. Du coup, j'ai dit, oh, facile. Bon, on en revient. La chance des débutants. Et après, il y avait aussi un festival à Lyon où j'avais présenté la série Suicitude à l'époque. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'ai eu la série Photo Opportunities et là, j'ai commencé vraiment à travailler sur des projets. J'ai commencé à élaborer un peu plus les sujets. La chance de l'émergent. Ah oui, emerging. Ah ouais, c'est vrai. À 35 ans, j'ai le droit. Tu peux encore. Quand même, avec le problème qu'à 35 ans, quand tu commences, il y a beaucoup de concours qui finissent à 35 ans. Ouais. Donc maintenant, je crois que c'est quand même, il y en a certains qui étaient à 40, mais à l'époque, c'était beaucoup 35 ans, donc c'était plutôt des dossiers un peu à envoyer à des festivals ou des choses comme ça. D'accord. Et alors, comment ça se passe après le chemin ensuite jusqu'à... Parce que, attends, ça on n'a pas dit. Tu es toujours avec ta galerie américaine ? Oui, Danziger. Oui. Danziger Galerie. Comment
comment ça se passe jusqu'au moment où, jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'au moment où tu exposes au MoMA San Francisco où t'es pris à la galerie? Alors après les débuts, je dirais qu'il y a quand même la série Photo Opportunities et le constat de la série Photo Opportunities est venu en 2005. Le travail lui-même a commencé en 2006, mais c'était tellement travailler sur des clichés que je me suis dit je vais rien en faire en fait. Et mais quand même, j'ai essayé de le présenter et je ne sais plus quelle était la première exposition qui a pris Photo Opportunities. Je me souviens plus de ça. Très, très rapidement, ça a été pris dans l'expo From Iran. Oui, alors ça, c'était 2011 quand même. 2011. Ouais. Et, mais avant, je l'avais quand même un petit peu exposé, à gauche, à droite. Mais c'est vraiment Arles qui a fait connaître vraiment ce travail, quoi. Et c'est là, en fait, finalement, qui a lancé ma carrière, si je peux dire ça comme ça. Comment il tombe sur ton travail, justement? Comment on y arrive? Alors, parce que là, c'était l'exposition, le contexte, c'est From Iran, c'est 3 commissaires d'expo, Joan Fontcuberta, Thomas Ruff et... Juan Fontcuberta, pardon, parce qu'il est de Barcelone, Clément Chéroux, Joachim Schmidt, Eric Kessels, et c'est Martin Parr. Ah, il y avait Martin Parr aussi. Ah, pardon, j'avais mal... excuse-moi. Pas de souci. Ok. Et donc, comment ils rencontrent ton travail? Alors, ils l'ont rencontré très tardivement. Ouais. Ils l'ont un peu intégré à la dernière minute. Et je crois que c'est Eric Kessels qui l'avait vu dans un journal aux Pays-Bas. Ok. Il y avait déjà quand même des publications. D'ailleurs, il y a une publication s'appelait Ivy Magazine. Je crois pas qu'il existe encore. Et là, c'est en voyant ce travail-là dans ce magazine que la galerie, à l'époque, elle s'appelait The Empty Quarter. Aujourd'hui, elle s'appelle East Wing. Elle a vu le travail comme ça. Ok. Oui, parce que quand même, ce qu'il faut dire, en fait, j'arrive pas, je sais pas comment on pourrait l'exprimer, mais c'est quand même un boulot qui a cartonné tout de suite. Enfin, tous les gens qui ont rencontré ce travail-là étaient tout de suite à fond. Je pense parce que déjà les photos sont, enfin le concept était fou, les photos étaient hyper belles et le boulot a eu des répercussions. On tapait ton nom dans Pinterest, les sorties, c'était fou. Non mais c'était assez incroyable. Ouais, pour être sincère, en 2011, en fait, il y avait quand même un buzz sur ce travail en 2011 avant Arles et moi ça m'a foutu par terre en fait. C'était vraiment un peu mais qu'est-ce qui va... Après, on reçoit des mails voleuses d'images, il y a même des avocats qui écrivent, il y avait comme Ah ouais, t'as vu ça? Ah ouais, j'ai vu ça, et puis du coup, c'était un petit peu... et moi, j'avais carrément fermé mon contact, en fait, je voulais plus qu'on me contacte. Et il y a d'autres personnes qui auraient profité de ça. Moi, au contraire, je l'ai un petit peu essayé de l'étouffer, en fait, parce que sinon, je pétais un câble, je pense. Ok. Ils voulaient quoi, les avocats? Rien, ils ont un peu dit oui, il faut faire attention. Enfin, il y a eu des fois un peu d'honneur de leçon. Il y a quand même d'autres avocats qui m'ont dit si vous passez par Barcelone, je veux bien que vous fassiez un lecture, une conférence. Il y a eu un peu de tout, il y a eu du positif. Ouais. Mais moi, je voyais que le négatif, c'était un peu genre mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je comprends. Ok. Donc non, c'était pas une période. Après, il y a eu Arles qui m'a redonné confiance, on va dire, en disant oui, quand même. Et voilà. Après ça a été. Voilà. Mais Arles a beaucoup aidé sur un collègue suisse qui a aussi exposé à Arles dit que ce sont nos parrains en fait, ces 5 commissaires d'exposition. Ouais. Je trouve ça assez chouette. C'est vrai que ils ont été porteurs en fait. Oui, complètement. Oui. C'est la première fois qu'on a un récit comme ça, c'est-à-dire de la constitution d'un premier boulot qui a pas commencé à émerger dans le cadre d'une formation artistique conventionnelle ou tu vois. Oui, à partir du patinage artistique, effectivement, on était complètement, on était clairement sur un nouveau profil, hein, effectivement. Parce que, ouais, vraiment. Ça veut dire que ça peut exister aussi. Oui, complètement. Que on peut envoyer un dossier pour une exposition, un festival, etc., sans en connaître tous les destinataires et
absolument tous les codes et puis quand même arriver à retenir l'attention, etc. Je pense. Après, est-ce qu'il y a des époques qui étaient plus faciles que d'autres? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les commissaires d'exposition sont très sollicités. Ouais. Après, au niveau des concours, je sais pas où ça en est, mais je pense que des fois, quand je vois des chiffres par exemple, le festival Image à Vevey, en fait, ils reçoivent énormément de dossiers. D'ailleurs, je crois qu'ils ont changé leur principe maintenant, mais ils ont même fermé un nombre. Mais ça peut être assez. Il y a beaucoup en fait de sollicitations. Donc, je sais pas comment les commissaires ou les historiennes se font pour nager dans tout ça en fait. Quand même. Et qu'est-ce que j'allais dire, si on est toujours sur la première série Photo Opportunities, le regard extérieur quand tu es en train de construire cette série, quand tu es en train de manipuler les trucs, avant les premiers retours positifs, quoi, avant les premières validations par la participation à une expo ou autre, est-ce que tu avances toute seule un peu avec des œillères sur ton boulot, ou est-ce que tout de suite il y a quand même la quête d'un regard extérieur, alors, je réponds à comment on valide ou pas une première série pour justement pouvoir aller plus loin? Alors, travailler seule, sans problème, on va dire le côté patineuse, qui travaille toute seule, vraiment sans problème. Ça fait c'est jamais été un problème. Par contre, de pas avoir fait d'école, ce que j'ai ressenti, c'était deux feelings, de ne jamais être, de jamais valider, d'avoir un peu cette crainte en fait de pas être légitime quand même, ça pour sûr, et puis d'un manque de critique aussi. J'ai l'impression quand les personnes que je vois qui ont fait des écoles, ils ont eu le critique des profs, des autres élèves, il y a eu tout ça, et ça a été vraiment un manque, et ça l'est encore aujourd'hui, je pense, de pas avoir ce regard un peu extérieur. Je l'ai eu grâce à Laurent, mon mari, parce que ayant fait les arts déco, et puis en plus étant extrêmement droit, il osait me dire non là tu t'égares, ou alors là il y avait quand même lui qui m'aidait quand même pour ça. À y voir un peu clair. Exactement. Justement pouvoir faire un peu le tri, ce qui était vraiment une aide, et sinon c'est vrai que tu nages un peu seul quand même. Et aujourd'hui ce regard là tu le trouves dans d'autres personnes, ou ça reste toujours ça reste toujours un problème, je pense. Galeriste par exemple? Pas celle que j'ai. Voilà. On mettra un voile pudique dessus, ou on peut creuser là-dedans ou pas? On va dire, quand la galerie d'Anziger m'a contacté, c'était suite à un article, parce que tu avais posé la question quand même, tu l'avais souligné un petit peu, dans Wall Street Journal. Okay. Et il y a un article qui est sorti sur les personnes qui utilisent Internet. Voilà. Et il y avait Penelope Bumburico, il y avait aussi mon travail, entre autres. Et du coup, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Et en regardant son site Internet, c'était déjà assez clair à l'époque. C'était en 2014. C'était assez clair comme quoi il cherchait des artistes qui avaient un travail fort et qu'il allait présenter que celui-là. On voit avec d'autres artistes, en fait, je voyais qu'ils présentaient toujours les mêmes travaux de ces artistes-là. Donc, je m'y attendais un peu, j'essaye de temps en temps de dire, et ce travail? Et ce travail? Voilà, il y a quand même ça, je savais. East Wing, le problème, c'est qu'ils ont... East Wing, ils sont où? Alors, à l'époque, c'était à Dubaï. Ouais. Et la galerie, avec un sponsor, un parrain, on va dire, du Qatar. Ok. Le Qatar et Dubaï, voilà. Il a fermé la galerie et il a rapatrié ça au Qatar. D'accord. Mais sans lieu. Donc, en sachant pas ce qu'il voulait faire, en fait, de ça. Mais il a toujours des personnes derrière qui travaillent, mais plutôt en ligne, plutôt, de temps en temps, en exposant à gauche, à droite. Mais il y a quand même un taf, un team derrière. Mais c'est pas la même chose. C'est plus une galerie, en tant que telle. D'accord. Et du coup, comment ça se passe les nouveaux boulots quand tu les mets sur le bureau des gens, en fait? Est-ce qu'il y a quand même un regard dessus, ou en fait c'est presque le fardeau, du coup, c'est en fait le boulot cartonne tellement.
je me suis un peu apaisée avec ça quand un ami psy, mais ex-prof des Beaux-Arts, avait dit « c'est ta locomotive ». Donc, prends-la. Enfin, voilà. Enfin, et il a pas tort. Mais quand même, c'est quelque chose qui... J'essaye toujours dans... Et ce travail. Et puis là, en fait, il y a eu quand même ma première exposition monographique au musée de Pont-Aven, où en fait, ils ont montré les 2 tiers de mes travaux. Donc là, enfin, je peux enfin dire, ben oui, je peux l'exposer, ce travail. Et puis la personne qui a écrit les textes, Anne de Mondenard, qui a fait aussi tout le texte et la direction du catalogue, a mis des liens, en fait, à tout ça, a mis en mots, en fait, les liens de tout ce travail. Et du coup, ça a aussi un peu légitimé la suite de mes recherches. C'est dans le cadre de... Parce que c'était cette année. Oui, c'était exactement. Ouais. C'est la première fois qu'il y avait plein de séries différentes qui étaient exposées ouais. en résonance les unes avec les autres. Sinon, avant, c'était tout le temps quasiment la même série. Ah ouais, ça doit être pas évident. Peu, ouais. Mais après, c'est toujours un travail que j'aime faire et qui est sans fin, qui est même... Enfin, j'adore même travailler dessus, mais... Et qui vieillit pas, pour le coup. Tu vois, il a pas, tu sais, il a pas la patine des boulots qui... Il a pas une esthétique de mode. Ouais, d'un coup, tu sais, où tu fais genre... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah non, vraiment, ça, c'est sa grande qualité. Alors, il y a un truc, quand on a travaillé sur le livre Paris, 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 avec Nicolas Poli, le graphiste, il m'a dit, Corinne, il y a un problème. Comment tu justifies ton travail face à l'AI et face à l'intelligence artificielle? Et j'y avais pas pensé, en fait, parce que pour moi c'était clair que en fait, le charme du travail pour moi quand je le fais, c'est justement de voir toutes ces images que j'ai toujours trouvé magiques, de toutes ces images qui se ressemblent, mais qui ont toujours une petite vie différente, un vélo qui passe, une météo différente, enfin, mais elles se ressemblent toutes. Et en même temps, lors de la construction, cette centaine d'images les unes sur les autres, c'est on me racontait des histoires. Donc soit ma propre mémoire visuelle, soit de ce que je vois par rapport aux images. Et il y a la même magie pour moi que quand on fait un tirage et qu'on voit l'image se apparaître, en fait. Et donc du coup tu m'as dit ça, je dis mais pourquoi tu parles de ça? Et au début il y avait une question de mettre à plat toutes les images que j'avais utilisées, ce que je garde pas forcément déjà, et je voulais pas trop, je le sentais pas. Et finalement, on a trouvé d'autres moyens. C'était en effeuillant une des images, en faisant un travail qui s'appelle effeuiller d'ailleurs maintenant, qui est en effeuillant une image et de à centaines d'images jusqu'à 3 images en fait, pour montrer un peu le processus. Et puis parce que c'est des images aussi qui existent en vidéo en fait, donc il y avait aussi ce truc. Et en fait, en mettant, j'ai toujours voulu travailler sur les touristes qui font ces images, et du coup on a fait 2 impressions les unes sur les autres sur le même papier pour essayer de montrer en fait cette épaisseur, ce côté calque d'images les unes sur les autres. Donc il y avait ce travail pour essayer de montrer que c'est manuel, on va dire. Montrer l'envers du décor. Exactement, ouais. Un peu les clés, montrer quelques clés en fait, sans trop dévoiler, restant un petit peu dans des projets, mais pour ne pas rentrer dans le côté intelligence artificielle. Ouais. T'habites où là? Je viens de déménager à la montagne à 1400 mètres d'altitude. D'accord. Et loin de tout. Du coup, Paris n'est plus à la même distance. Ouais. Merci d'être là. Mais pour dire comment le lieu où tu habites a une incidence sur ton activité professionnelle. Alors là, on commence tout juste. Oui, d'habiter Vevey. Avant, on habitait Vevey pendant 25 ans quand même, où on avait nos 2 ateliers avec Laurent. Et du coup, ça change pas mal. Déjà, tout est plus loin. Et on est dans un plus petit espace, donc on essaie de se réorganiser. On n'en est pas encore là. Mais ça, oui, je pense
quand même. Enfin, on dit toujours qu'il faut habiter une grande ville pour les artistes parce qu'il y a, il y a les galeries, il y a les contacts, il y a les vernissages et tout ça. Là, d'aller à un vernissage, on n'a pas encore de voiture en plus, donc d'aller à un vernissage même à Lausanne, c'est pas la même chose. Après, en Suisse, j'ai l'impression que c'est pas pareil qu'en France. Souvent, les artistes qu'on connaît, ils sont dans une maison, dans un chalet lointain. Ah ouais? Okay. Et puis le galeriste va les voir et c'est hyper exotique. Alors pas moi. Ouais. Ouais. Tu vois, genre le galeriste prend 3 jours pour aller voir son artiste comme ça, et puis ça tombe bien parce qu'en ce moment, il est en train de faire un truc avec des bois de serre qu'il a trouvé dans la forêt. Tu vois? Je rigole même pas. Non, je rigole pas. En pleine construction. Ah non, absolument pas. Je vous raconte un truc. Allez. Oui, il y a des artistes qui sont. Je connais pas une personnellement, mais je vois une peintre, par exemple, j'ai en tête une peintre qui est comme ça, en fait, qui est un peu loin de tout. Qui a d'ailleurs un atelier de malade. Bah oui. Ouais. C'est mieux d'être artiste en Suisse ou d'être artiste en France, à ton avis? J'en sais rien. On va dire que la vie en Suisse est chère. Si j'habitais en France avec les mêmes ventes que je fais, je vivrais peut-être un peu mieux. Parce que la Suisse reste vraiment très chère. Et vous avez des aides qui ne sont pas nous, on est des indépendants, en fait. Donc, considérés comme des indépendants. Il n'y a pas d'équivalent de MDA, enfin, de Maison des Artistes. Exactement, en Suisse, ouais. Par contre, c'est plus facile d'être indépendant en Suisse qu'en France. Donc, j'ai ouais, ok. Ouais. Ok. Tout va bien, mais. Tu vis là, toi, tu vis à 100% des ventes d'œuvres que tu fais? Non. Tu t'as un boulot sur le côté? J'en ai pas en ce moment, mais par contre, au niveau de mon travail artistique, ça a toujours été clair que j'ai toujours rentré dans les chiffres. On va dire ce que j'ai produit, etc., voire plus. En fait, je gagne quand même un peu ma vie avec ça. Mais il y a des hauts, des bas, donc je mets toujours de côté au cas où. Enfin, il y a toujours quand même... mais j'ai eu plein de jobs différents. Ouais. Prof de français, quand même. Et encore aujourd'hui? Alors, plus depuis 2-3 ans, là. Mais quand même, depuis le Covid, j'ai oublié de le dire, mais il y a quand même une baisse qui s'est faite et j'y repense. D'accord. Et sinon, les revenus artistiques, c'est des revenus directement des ventes via les galeries ou c'est aussi des droits de monstration? Jacques-André en parlait la dernière fois, etc. Monstration à 100 €. C'est l'occasion d'en parler, justement. En Suisse, ça vient. À l'époque, j'ai eu longtemps des trucs genre, oui, mais non, mais on te paye la prod, ou bien, oui, mais non, ça fait de la pub. Enfin, il y a quand même tout le monde a ce genre d'anecdote. Non, par contre, par exemple, là, au musée de Pont-Aven, oui, j'ai reçu quelque chose qui était assez important et ça m'a aidé. Je l'ai reçu cette année, donc tout va bien. Le musée de Bilbao, il y avait la ville de Bilbao qui a fait une commande et il y a eu après une expo au musée des Beaux-Arts de Bilbao. C'était 3 photographes qui ont été engagés pour faire un travail sur la ville. Et là aussi, en fait, mais c'était ma première commande, en fait. Ah ouais? Ouais. Donc, finalement, des commandes comme ça, oui, volontiers. À part que j'ai passé énormément de temps. Mais c'est pas avec ça non plus qu'on vit en Suisse. Vraiment bien pas. Sûr. Une balle, beau jeu de ping-pong, ça c'est une balle bien rattrapée. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton rythme de travail? Comment ça se passe? Comment un sujet apparaît? En fait, moi j'avais deux questions. Déjà, non, je reprends, j'avais perdu ma question. La question c'est, avec tes galeries, avec qui tu bosses depuis maintenant pas mal d'années, est-ce qu'il y a quand même pas un rythme et une sorte de confort où tu sais que tous les 2 ans tu vas réussir, il va te mettre sur une foire ou sur quelque chose, ou au contraire t'es pas tout à fait au courant de comment tu vas être mangé cette année ou l'année prochaine? Je suis pas du tout au courant. Ah merde, ok. Non, mais de temps en temps il faut le relancer quand même en disant
hello, j'existe. Besoin de mots. Et surtout la galerie Danziger, et qui est vraiment une personne charmante. Et du coup, ce qui était chouette avec la galerie Danziger, c'est qu'il a voulu qu'on se rencontre d'abord, en fait, pour sentir la personne. Et moi, j'ai trouvé, et puis en me disant, mais toi aussi, hein, enfin, c'était vraiment donneur-donnant, en disant, voilà, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et ça, c'était vraiment chouette, et on a vu qu'on pouvait travailler ensemble, et on l'a fait, et puis maintenant, on entend, ça se passe super bien. J'ai vraiment pas à me plaindre. Par contre, de temps en temps, il faut quand même le relancer, et en plus, je pense qu'il fait plus la foire, par exemple, Paris Photo, et il a plus d'espace, enfin, plus vraiment. Il en a quand même eu un, mais plutôt un bureau, un showroom, on va dire. Donc, il n'y a plus de galerie pour montrer le travail. Ça n'empêche pas qu'ils travaillent quand même, mais c'est pas des gens qui vont essayer de présenter des dossiers à des musées, etc. Donc c'est plutôt, il s'attend plutôt. Alors est-ce que c'est les Américains qui sont comme ça, mais plutôt que les artistes qui doivent travailler. Et puis il n'y a pas un partenariat tel qu'il peut y avoir avec d'autres galeries. Et il fait comme lui il a envie, on va dire. Et en même temps, ça se passe pas mal, donc j'ai pas à me plaindre. Il y a des hauts, des bas, quand même. C'est pas non plus. Non, mais je me posais la question justement sur une relation comme ça longue. Si tu vois, c'était un peu solide quand même, ou si parce que en fait tu vis des ventes, donc en fait tes ventes dépendent de lui, de l'autre galerie, et en fait c'est quand même les entrées d'argent, elles sont limitées, tu vois, enfin donc si le tuyau s'arrête alors il a pas toujours vendu, il y a eu des périodes creuses quand même. Par contre, j'ai toujours eu la chance, parce que du coup comme j'ai pas de représentation en Europe, je vends en direct. Donc du coup il y a quand même cette balance qui se fait. Et il y en a beaucoup des ventes en direct? C'est quelque chose qui arrive? Il y en a, quand même. Le musée Carnavalet, par exemple, comme j'avais pas de représentation, je pouvais en fait discuter avec eux en direct. Et dans ce cas-là, c'est bien sûr toi qui prends toute la prod, l'encadrement, etc., assurance, transport. Non, ça dépend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, t'es toute seule en direct avec un. Il y a le côté administratif quand même à faire. Mais en même temps, du coup, il y a le 100% qui rentre aussi. Il n'y a pas une com que je dois verser à une galerie. Ou, après, je donne volontiers, si j'ai une utilisation, je donne volontiers à une galerie parce que je me sens pas à l'aise avec telle personne, ou etc. Ou je pense que c'est mieux que ce soit telle personne mais si je me sens à l'aise, je vais le faire en direct. Et moi, j'ai envie de rebondir sur J'ai un message de Cyril à passer, mais discrètement parce qu'il veut pas, mais faut pas toucher aux pieds. D'accord. Et je touche on a déduit que c'était toi. Tu dis, en parlant un peu de ta galerie aux États-Unis, ils attendent un peu que ça soit l'artiste qui fasse aussi sa promo, sa diffusion. Enfin, c'est le feeling que j'ai en tout cas, parce qu'il n'y a pas de. Quand j'ai vu l'exposition au SF MoMA, une amie que j'ai à Portland dit, mais qu'est-ce que va faire la galerie? Est-ce qu'elle va faire une exposition pendant ce temps, ou est-ce qu'elle va communiquer? Il n'y a rien eu en fait, par exemple. Donc c'est dommage, il n'y a pas cette envie en fait de. Il fait son truc et il le fait bien, mais il n'y a pas un travail commun, on va dire. Ouais. Du coup, j'ai sur toi les réseaux sociaux, toi ta représentation. Si du coup c'est à toi de dire coucou, j'existe. Comment ça se passe? Alors, je suis pas bonne en ça. J'ai pas de personnes qui font la communication derrière, et j'aime pas ça, pour être sincère, alors que je viens du monde du marketing. Mais je le fais. Je le fais juste parce qu'il faut le faire, et puis parce que après il y a des choses comme le musée de Pont-Aven. C'était ma plus belle expérience, vraiment, avec une équipe incroyable et tout. Un accompagnement. Ouais, un accompagnement. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et du coup, on a envie aussi, en fait, du coup, de partager et puis d'en parler et tout ça, parce qu'il y a derrière l'énergie aussi, en fait. Et ça, c'est précieux, vraiment. C'était vraiment comme première exposition monographique, c'était vraiment un cadeau, quoi. Mais ça me surprend que ce soit ta première exposition monographique. En tant que telle, oui. Alors j'ai eu 2-3 expos solo, mais qui montrent un panel de travail.
Je vois. Donc oui, faire son auto-promo sur les différents réseaux. Donne-moi ton téléphone. C'est chiant, quoi. Je le fais, mais c'est pas chiant, je le fais, voilà, mais c'est pas. Tu penses que c'est. On pourrait s'en passer? Tu penses que tu pourrais faire sans? Difficilement, vous pouvez, vous? Bah non, je sais pas, c'est. C'est le grand débat. Je pense que, en fait, vu qu'on fait le truc à moitié toujours, je suis pas sûr que ce soit si utile que ça. Et en même temps, si tu fais rien. Mais en même temps, pensez à des personnes autour de vous, des artistes, qui n'ont pas du tout de réseaux sociaux. Non, mais on est d'accord. Mais et du coup, j'ai pas l'impression qu'ils ont leur réseau. Pas souvent, c'est les plus anciens, mais pas le même. Et puis même les commissaires d'exposition, tout ça, ils consultent quand même. Donc tu vois là, on a invité Olivier Masmonteil, qui reste la référence community management. On a eu lui quand il arrive, il y a 2 personnes qui l'accompagnent, dont l'ACM, tu vois, qui est là pour diffuser, voilà. C'est quand même une machine. Et il doit avoir 30 000 ou 35 000 ou 40 000 followers. Et vraiment, c'est un outil pour lui. Mais est-ce que ça l'aide? Ah ouais, de ouf. Bah oui, il vit grâce à ça. Tu sais, il fait ses ventes avec ça. Il fait tout est tourné vers là. Et j'ai l'impression que c'est à cet endroit-là que ça devient utile. Moi, enfin, genre, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est vraiment. Moi, vraiment, je suis méga nul avec les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Instagram à son titre. Et bientôt au TikTok Brunet. Bientôt au TikTok de Thibaut Brunet. Mais je sais pas. Par exemple, nous, on a essayé de poster, de te taguer dans nos posts pour dire qu'on faisait l'émission avec toi, et on pouvait pas. T'as tout verrouillé, on peut pas. C'est vrai? Ouais. Bon, là, tu vois. Après, tu vois. Je savais pas. Ok. Non, mais en fait, je pense que c'est pour ça aussi que Marceau arrive sur la question, c'est qu'on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y a une raison qui aurait pu être aussi, les gens qui me contactent, non, les avocats malfaisants. C'était du passé, mais ouais, moi je pense que après, vraiment à titre personnel, je pense que j'ai pas quitté le marketing pour en refaire, et j'ai pas envie en fait. Donc tant pis en fait. Après c'est un feeling. Je vois. Voilà. Tant pis. En tout cas, c'est pas nécessaire au développement de ta carrière artistique, des opportunités. En tout cas, pas de mon travail. Et finalement, j'ai besoin de faire ce travail pour moi aussi. Donc, du coup, si ça va pas déboucher plus loin, je vois pas comme quelque chose de grave. Ouais. On arrive vers la fin de l'entretien et je ne sais pas où passe le temps. Ouais, c'est. Waouh. Il est moins le quart, donc on a 10 minutes devant nous. Je voudrais pas qu'on ait échappé à un sujet. Est-ce que tu vois un axe qu'on n'a pas abordé qui te semble important? Non, mais je sens que tu as envie d'une anecdote. Non, alors non. Enfin, si tu peux dire du mal de quelqu'un, d'habitude. Mais non, pas du tout. Je sais pas ce que j'ai un méga chat dans la gorge. En fait, non, c'était plus genre, est-ce que tu vois un truc, vu que t'as un parcours qui est quand même exceptionnel et assez atypique, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié d'aborder? Voilà, c'était plus ça. Sinon, après, on a notre questionnaire, on peut rester. Ou quelque chose que tu conseillerais justement à d'autres gens, parce que finalement, j'ai l'impression que t'as de la manière que t'as d'en parler de ce parcours-là, t'as pas été tellement intimidé. Enfin, c'est pas ce qui transparaît, quoi. J'ai l'impression que ça c'est bien, ça a roulé. Et je me dis, des gens qui nous écoutent, il y a sans doute des profils aussi qui sont pas dans des écoles d'art, dans des plans de carrière définis, etc., et qui pourraient être un peu tétanisé ou un peu intimidé sur finalement j'ai pas le droit de faire mon boulot, je sais pas à qui le montrer, je sais pas comment faire tel truc. Donc un peu dans cet état d'esprit, est-ce que t'as peut-être des conseils ou des observations pour J'avais été à une soirée à mon souvenir, c'était en 2005 au musée d'Élysée. À l'époque, c'était Bill Ewing qui était directeur.
Et je me souviens qu'on était plein de photographes un peu à l'écouter. Et au bout d'un moment, il sort un truc qui m'a vraiment frappé et qui m'a fait aussi après essayer de faire montrer mon travail. Et à l'époque, il n'y avait pas spécialement de réseaux sociaux ou peu. Et c'était, on peut pas deviner votre travail. Montrez-le en fait. Si vous laissez dans les cartons, ça va pas non plus, on va pas savoir en fait. Donc il faut bel et bien aller et puis montrer. Et je pense qu'il y a pas, on reparlait des réseaux sociaux, mais il y a pas que ça. Et je pense qu'il faut juste toquer aux portes aussi. C'est vrai qu'ils sont de plus en plus sollicités. C'est délicat aussi. C'est délicat aussi, ouais. Là, j'ai essayé d'ailleurs, une personne, elle m'a jamais répondu. Et voilà, en fait, c'est... À savoir que 100% des galeristes qu'on a eu nous ont répondu « Comment on fait pour te contacter ?» Ne me contactez pas. Mais tiens, d'ailleurs, quand on est Corinne Vionnet et qu'on a envie de draguer un galeriste ou quelqu'un, comment on s'y prend du coup? Je suis toujours aussi nulle, même pour pas que les réseaux sociaux. Sincèrement, je disais que j'avais pas de galerie en Europe, mais j'aimerais bien avoir une galerie en Europe. Ce serait quand même plus cool et plus facile. Donc, je pars quand même du principe que les galeries que j'ai eues, c'est à travers la presse, la plupart en tout cas, et du coup, je pense que c'est quand même important parce que c'est une visibilité. Oui, bien sûr. C'est pas et c'est une visibilité qui est pas que les réseaux sociaux où on sait pas finalement, ça légitime un petit peu quand même, et ça rassure certainement les galeries, les collectionneurs et les collectionneurs aussi. Okay. Tu entretiens des relations avec des collectionneurs? Enfin, il y en a qui ont accompagné un peu ton non, boulot? J'ai pas eu ça, ouais. C'était marrant parce que comme j'ai habité longtemps à Vevey et il y a le festival Image, de temps en temps, je rencontre des collègues qui viennent dire « Ah, j'ai un collectionneur qui habite juste là, et puis un autre qui est à Genève, je vais aller le voir. » Puis genre, moi, j'ai pas tout ça. Donc non, j'ai pas ça. D'accord. En même temps, c'est pas délirant de les trouver en Suisse, effectivement. Ça me paraît pas complètement fou, effectivement. Paraît qu'il y a plus de collectionneurs en Suisse qu'à Lille. Ouais, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passe aussi un rythme, parce que on a parlé de photo opportunity peut-être un peu trop, mais tu vois les autres boulots, comment apparaît le sujet et comment tu décides de chercher pour le traiter? Alors, souvent les sujets découlent d'un autre sujet quand même, et c'est à travers des lectures, à travers des discussions, beaucoup quand même, à travers le hasard, se retrouver à Pise et puis voir que on fait tous la même photo. Enfin, il y a des choses comme ça. Et il y a des fois dans des périodes de pause, comme la sieste tout simplement. Et ça, la sieste, c'est bizarre parce que je n'aime pas faire ça, mais c'est comme ça que je formule plutôt l'idée. Et c'est des choses qui ont travaillé depuis longtemps, etc. Par contre, je suis extrêmement lente. J'ai une liste comme ça de dossiers, de projets, et tous ne se feront pas, mais je n'arrive pas à tous les faire, ou certains, des fois, je les laisse de côté en me disant c'est pas le moment, ou bien je le sens pas, ou je sais pas comment l'amener, ou etc. Et c'est quoi qui freine? C'est pas le moment. L'argent aussi peut être un frein. Oui, l'argent peut être un frein aussi quand même. Il y a des projets que j'ai carrément balayés en me disant ça allait me coûter trop cher. Et parce que ça demande de voyager, ou des choses comme ça. Et Internet, c'est bien pratique pour ça. Ça finalement. Finalement. D'accord. Et ensuite, le rythme, parce que tu fais le boulot, tu le crées, puis ensuite tu commences à le présenter. Tu le présentes, j'imagine, en premier à Laurent dans les trucs. Et puis ensuite, comment il vit ce nouveau projet? Ma solution a été comme il y a quand même une focalisation sur Photo Opportunities, j'ai commencé à faire des livres d'artistes en me disant c'est une façon aussi de pouvoir le promouvoir, on va dire, et de façon concrète, et en même temps sachant que le livre d'artiste a ce joli côté où on peut réexprimer encore autrement le projet et l'amener encore à un autre dialogue ou une autre forme plus physique, et c'est aussi comme ça que je montre ce travail. D'accord.
Et pour revenir à ta manière de présenter ton travail aux galeries aussi, j'ai pensé à un truc. Là, il y a un moment, j'étais tombé sur l'espèce de dossier que tu faisais où tu présentais ton travail dedans, espèce de, je sais pas si tu vois, dans une boîte. Ça te dit quelque chose ou pas? Dans une boîte avec des tirages, tout simplement ou... Non. C'était un espèce de dossier avec d'abord, il y avait des tirages et puis un livret avec des agrafes et tout bien produit. Ouais, je faisais ça, c'est vrai. Avec ta presse, tes machins et tout. Oui. C'était hyper impressionnant. Et moi, je me souviens, j'étais tombé dessus. Et j'avais sorti mon téléphone et j'étais dans un James Bond, tu vois. J'étais, c'est comme ça qu'elle fait. En me disant, il faudrait absolument que je fasse la même chose. Je pense que dans la foulée, j'ai dû t'appeler pour te demander de refaire mon dossier. Et puis, et vraiment, et en fait, bon, j'ai jamais réussi à avoir ce niveau-là de professionnalisme. Et en fait, c'est du coup, j'aimerais bien que tu nous dises, quand je te dis comment elle fait, Corinne Vionnet, quand elle veut rencontrer un galeriste, en fait, c'est quoi tes armes? T'arrives pas avec un carton à dessin et un paquet de tabac. Plein de galeries. Non, mais tu rencontres des commissaires, des choses, tu vois. Ouais. Moi aujourd'hui quand même, hein, mais ouais, à l'époque j'avais ce dossier. C'est vrai que je montrais quand même pour montrer des vues d'exposition et puis ouais, une sorte de CV++ en fait, c'était plutôt ça, ouais. Et après la réponse était aussi que dans les jobs que j'ai fait, j'ai été web designer, enfin voilà, des choses comme ça. Je travaille dans des boîtes de design. Oui, donc tu savais faire un rendu sérieux. Je savais un petit peu. Après, je bricole, mais oui. Mais ça reste de l'auto travail, enfin du travail que j'essaye de faire, quoi. Tu penses pas que tu as une légitimité suffisante pour passer un coup de fil en disant bonjour, je suis Corinne Vionnet. Je viens d'essayer là à la BNF, mais j'ai pas réussi. Mais t'as fait quoi? T'as sonné à la BNF en disant bonjour, il y a pas personne? Non, ouais, non, apparemment non. Est-ce que tu participes à des vernissages, des rencontres, du coup, Alors j'ai tenté. En me disant il faut que je le fasse, etc. Je suis pas quelqu'un qui aime ça, c'est clair. Sauf pour voir des amis, en fait. Finalement, Arles, Paris, tout ça, je vais plus pour aller voir les amis que pour vraiment faire un boulot de promotion. Et en parler d'anecdotes, j'ai cette anecdote où j'avais été invitée au World Economic Forum. Quand j'ai reçu déjà le mail, j'ai reçu ce mail et puis j'ai dit dis donc, ils sont vachement doués, leur spam là, delete. Et je reçois un autre mail derrière, plus personnel. Et du coup, j'ai c'était pas un spam. Peut-être qu'ils voulaient vraiment pas. Et du coup, il y a des artistes qui ont fait de la promo de leur travail à mort, qui étaient aussi invités. Mais nous, Laurent a été aussi invité et on s'est fait des amis. Pas du tout moi je suis vraiment nulle pour ça, quoi. Donc mais on a des amis d'ailleurs qui le timing était vachement bon parce qu'ils se retrouvent, ils sont brésiliens, ils se retrouvent à Paris en ce moment et du coup on va les voir, donc c'est cool. Tu vas à Arles cette année? Non, je vais quasiment plus à Arles. C'est trop cher. C'est cher, hein? Ouais. Comment tu vis parfois d'aller à Arles et puis de voir le succès des autres? Est-ce que parfois ça t'emmerde? Quoi? Non. Alors, non, mais attends, tu vois, c'est justement, c'est le moment. Il y a même des amis, je suis super contente pour eux, en fait. Après, il y a des personnes que, comme tout le monde, ont l'impression qu'ils méritent moins que d'autres, mais je préférais que ce soit ceux que j'aime bien, que d'autres, mais ça fait partie du jeu, donc. Et la copie. Est-ce que tu veux en parler ou pas? Je sais que tu as justement, on revient sur Photo Opportunity, désolé, mais c'est vrai que c'est un travail qui a été qui a beaucoup inspiré les jeunes créateurs. D'ailleurs, moi, mes étudiants, ils sont très inspirés par ton travail également. Et est-ce que ça t'emmerde? Est-ce que tu le vois? Est-ce que ça t'emmerde? Plus. Peut-être parce qu'il y a eu ce parcours quand même qui donne quand même une sorte de poids. Mais à l'époque, j'étais quand même démontée en me disant « Oh mon Dieu !» Et j'avais un collègue à Londres
qui m'envoyaient systématiquement « Corinne, regarde, on t'a copié. Corinne, regarde. » Et puis, ils m'envoyaient tout le temps, en fait, des trucs comme ça. Et puis, évidemment, je dis « Stop, tu veux que je fasse quoi, en fait ? Tu veux quoi ? Que je leur fasse des procès ? Je peux rien faire. » Et du coup, c'est derrière, complètement même. Ouais. Et par contre, ce qui est assez rigolo, c'est que de temps en temps, je reçois un mail quand même en me disant « Vous faites comment ? » Je dois faire pareil. Ah ouais. Et on m'a dit, mais voilà, la recette de la sauce tomate, ça va. Et j'ai de temps en temps ça, ouais. T'as vu le post de Smith récemment, justement, sur la technique, sur sa technique? Non. Où il disait qu'il y avait plein de gens qui lui demandaient sa recette, un peu photographique, et qui répondaient toujours gentiment, et puis qu'il y en avait marre. Et que en fait ils avaient trouvé leur recette tout seuls parce que ça fait chier. Voilà, en substance, hein, je raconte mal parce que Smith est bien plus brillant que moi et donc du coup il y avait tout aussi quelque chose dans son texte qui disait que en fait ça se trouvait pas sous le sabot d'un cheval et puis que en fait fallait travailler et puis qu'ils allaient trouver leur chemin, puis que c'était pas grave. Je trouvais que c'était super bien de parler de ça. Ouais, c'est bien. En plus j'avais comme loi de toujours répondre aux emails. Ouais. Et je le fais plus. Pour être sincère. Ouais. Et dans des questions comme ça, justement, encore moins. Et surtout que j'avais joué le jeu avec Screenwalk, qui est avec le Photomuseum de Winterthur et Photographers Gallery, qui avait fait quelque chose au début du Covid, si je me souviens bien, où on devait parler de notre travail, mais tout était en ligne. Et il y a une sorte de travail après fait, qui est un truc live un peu. Et du coup, on avait trouvé un thème qui était l'écran, tout simplement, avec des photos d'écran. Et en fait, j'ai fait ce travail. Donc, en fait, quelqu'un qui veut vraiment, il peut trouver. Donc, je vais même pas leur donner le lien, on va dire. Est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je pense, à moins que tu aies envie justement. Il y a un sujet que tu veux qu'on voit. C'est la dernière question, c'est maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit? Je sens qu'on va avoir plein de regrets, de trucs qui n'ont pas été abordés. Après. Eh bien, Corinne Vionnet, merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute et votre fidélité. On espère pouvoir vous retrouver à partir de la rentrée 2025, vers octobre, pour de nouveaux épisodes. Vous pourrez retrouver toutes les informations, travaux et actualités de Corinne sur son site corinevionnet.com ainsi que sur son Instagram co_Vionnet. Comme d'habitude, un grand merci à Cyril et ses équipes au Centre Pompidou qui nous accueillent et nous soutiennent dans ce projet. Un grand merci à Paul, notre monteur, mais également à Olivier Schloberg pour le générique. Pour suivre les actualités de Sans Titre, on vous invite à vous abonner à notre page Instagram @santtitre.cast. Vous y retrouverez toutes les actualités et informations des prochains lives à venir, mais également les rediffusions et les différents liens vers YouTube, Spotify, Deezer et compagnie. C'était Thibaut et Marceau. Bisous.